Et toute la question était de savoir s'il allait adresser un message politique. Et il allait l'adresser à qui et pourquoi. On va écouter le pape François et vous allez nous dire ce que vous en pensez. On écoute le pape François. Chers amis, nous sommes également à un carrefour. D'un côté, la fraternité qui féconde de bonté la communauté humaine. De l'autre, l'indifférence qui ensanglante la Méditerranée. Nous ne pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoqués par des trafics odieux et par le fanatisme de l'indifférence. Les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées sur les flots doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation. Un devoir d'humanité, un devoir de civilisation. Philippe de Villiers, quel regard vous portez sur ce message? Alors, il y a eu 2 discours. Il y a eu un sermon d'abord et un discours ensuite. D'abord le sermon sur la Sainte Vierge, Notre-Dame de la Garde. Là, c'était le pape de Rome, le pape de l'Église catholique, qui parle de l'intercession de la Sainte Vierge, qui parle de Notre-Dame de la Garde, qui veille sur la ville de Marseille et qui veille sur toute la France. Moi, j'étais ému. C'est le pape de Fatima, c'est le pape de toute la tradition, Jean-Paul II, etc. La Sainte Vierge, c'est le lien de ceux qui sont des croyants hors de l'ordinaire de l'Église. C'est le dernier cordon de tendresse, la Sainte Vierge. Puis après, on a eu un discours devant la stèle. Et là, c'était plus le pape de Rome, c'était le pape de Lampedusa. C'était d'ailleurs son premier déplacement. Oui, alors je vais être très prudent parce que je n'ai pas tout compris. J'ai compris qu'en fait, il partageait le monde en 2. Il y avait les tenants de la fraternité et les tenants de la haine. Mais j'ai été gêné, je vais vous dire pourquoi. Et mon devoir ici, c'est de peser mes mots. Bien sûr. J'ai été gêné parce qu'il manquait pour moi 3 messages essentiels. Alors d'abord, quand on est devant la mort d'un homme, et spécialement en mer, on s'incline et on est triste. C'est un malheur. Le christianisme individuel, la chrétienté la plus élémentaire, c'est de s'émouvoir devant la misère, devant le malheur. Si moi je suis devant un migrant qui est tout seul, évidemment je vais lui tendre la main. Mais là, on est sur un principe qui touche à la paix des hommes. Et on est obligé d'appliquer le principe de saint Thomas d'Aquin. La paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Et quelle que soit la mission de chacun, l'ordre, c'est important. L'ordre. Et en fait, l'ordre nous oblige à penser à tous les petits. Le migrant dans le malheur, mais aussi le petit qui souffre de l'immigration chez nous. Et donc, le premier message qui a manqué, mais peut-être qu'il va venir demain, c'est le message pour les pays d'origine, qui nous envoient leurs migrants sans se soucier de leur richesse, de leur prospérité, de leur indépendance, de leur rayonnement. Ils s'appauvrissent pour enrichir le rêve de ceux qui finiront dans un cauchemar. Le deuxième message, donc il aurait fallu leur dire, la transhumance, le déracinement, la déportation de la misère, ce n'est pas la solution. Le déracinement n'est jamais une solution pour un homme et pour une famille. Un homme qui arrive tout seul en France, qui n'a plus d'attache, qui n'a plus de passé, qui n'a plus d'origine, qui n'a plus de famille, c'est un drame, c'est une tragédie. Deuxième message, pour les passeurs, vous êtes des criminels, parce que ce sont les passeurs. Sur les ONG, votre bienveillance
est responsable et parfois coupable de tous ces drames qui arrivent en mer. Et puis enfin, un message pour les pays d'accueil. Il n'y a pas eu le mot France prononcé. Il y a eu l'Union européenne. Alors, il y a eu l'Union européenne, voilà. Oui, mais l'Union européenne, c'est pas l'Union européenne. C'est pas la France. Et j'ai pensé tout de suite à Jean-Paul II en 1980 qui dit « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Là, on en est loin. Il arrive en France. Ce qui me gêne le plus, c'est que ce pape dit « Je suis à Marseille, je ne suis pas en France ». Il a déjà fait le coup à Strasbourg. Il est venu au Conseil de l'Europe qui fait la promotion du hijab, le voile islamique, et il a dit « Non, non, je ne suis pas en France, je suis au Parlement européen ». Marseille n'est pas en extraterritorialité. Marseille, tout le monde est fier de Marseille, et tout le monde est fier de l'OM en plus. Et tout le monde se sent, les Marseillais se sentent français. Et je trouve que le pape a grand tort de négliger les nations. Jean-Paul II était le pape des nations. Benoît XVI était le pape du dogme, de la liturgie, mais aussi des nations. Deux papes que vous avez d'ailleurs rencontrés. Il faut respecter les nations. Deux papes que vous aviez rencontrés. Oui, le pape Benoît XVI et Jean-Paul II. Les deux. Et en fait, je me souviens, le pape Jean-Paul II, immense pape qui a fait tomber le mur de Berlin, n'ayez pas peur. Et le pape suivant, il m'a dit, un jour, il m'a parlé de la barque de Tibériade. Vous voyez, je pensais à lui avec tout à l'heure le discours du pape. Mais la barque de Tibériade, il m'a dit, c'est l'Église. Et la barque de Tibériade, elle est en train de couler. Il avait raison. Philippe, vous êtes catholique, vous avez souvent été caricaturé en catholique ultra-conservateur, traditionnaliste par vos opposants. Quand on vous écoute aujourd'hui, on comprend que vous n'êtes pas d'accord avec le discours du pape, le discours politique du pape. Comment vous vivez ça? Comment vous vivez cette opposition de fond avec le souverain pontife qui est aujourd'hui en poste? Comment vous vivez aussi le fait que parfois des gens qui sont vos opposants politiques peuvent vous dire « mais regarde, ton pape est d'accord avec moi et n'est pas d'accord avec toi ». En fait, moi je suis un enraciné. Et à chaque fois que je me pose une question, je reviens à mes racines pour chercher la réponse. Je pense qu'un homme ne peut respirer et vivre qu'entre l'humus et la lumière. S'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la transcendance, il n'y a pas l'idée de la survie. S'il n'y a pas l'humus, on se dessèche et on meurt. Et donc, en fait, ce qui me sauve, c'est que je n'écoute pas trop les avis extérieurs et je me console en me disant, le pape, quand il fait de la politique, c'est comme quand Macron fait de la religion, quoi. Je les écoute moins. Mais pourquoi vous dites que le pape fait de la politique? Qu'est-ce qu'il y a de politique dans ce discours, très concrètement, dans son message? Parce que c'est un message humaniste, idéaliste, mais au fond, il n'a pas la main sur ce qui peut se passer. Alors, justement, il donne un avis extérieur. Alors, que le pape fasse de la politique, la doctrine sociale de l'Église ne lui interdit pas. Par exemple, il pourrait dire demain à Emmanuel Macron, je vous rappelle la phrase du décalogue, tu ne tueras pas, en mettant en garde Emmanuel Macron sur son projet de loi épouvantable sur le suicide assisté. Puisque Macron veut absolument aller à la messe du pape, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il est président de la République, on est en France, et le pape est un chef d'État et chef de l'Église. Tout à fait normal, n'en déplaise à Mélenchon. Mais il ne faut pas qu'il y aille pour rien, ou alors le pape, il ne faut pas qu'il vienne pour rien. Donc des paroles comme ça, des paroles d'ordre spirituel qui s'appliquent à une situation politique de grande difficulté pour les hommes politiques, je pense que aider aujourd'hui ceux qui sont en charge de la cité, c'est comprendre qu'il y a une charité individuelle et une charité collective, et que certaines vertus personnelles peuvent devenir des vices publics, comme l'a très bien dit Richelieu. En d'autres termes, qu'ils disent à chacun, soyez charitable, soyez attentif, soyez bon, soyez généreux, il est dans son rôle. Mais s'il se substitue au chef d'État
pour parler de la haine, sous prétexte qu'il y a des migrants qui meurent et qui sont entre les mains de passeurs et poussés par des pays qui sont irresponsables et qui arrivent dans un pays où ils sont perdus. Ils sont perdus et ils nous perdent. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens qui nous regardent, il y en a peut-être qui vont penser à ce que je vais dire maintenant. Nous devenons, grâce à des gens comme ce pape, étrangers dans notre propre pays. C'est ça qu'il veut? C'est ça qu'il veut? Le pape. Non. Et s'il allait en Argentine aujourd'hui et que l'Argentine n'était plus l'Argentine mais submergée par des vagues migratoires, je pense que le pape argentin ne raisonnerait pas comme ça. Une phrase qui m'a marqué, qui peut-être vous a marqué. Marseille doit être une mosaïque d'espérance pour la France, pour l'Europe, pour le monde. Une mosaïque de paix également pour l'Union européenne. Est-ce que Marseille doit symboliser cela? Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, on n'a pas le même paradis devant nous. Et on n'a pas le même enfer. Lui, il pense que l'enfer, c'est les frontières, les nations, les identités. Et il pense que le paradis, c'est le paradis diversitaire de l'homme global. Là-dessus, il n'est pas très loin d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, en gros, il a décrit avec sa mosaïque, le mot-clé, la mosaïque, il a décrit une société multiculturelle. Sait-il que les sociétés multiculturelles sont toujours multiconflictuelles et multidéculturées? C'est-à-dire qu'on va tout perdre. On va perdre notre civilisation. Et moi, ce que j'attends du pape, j'espère que demain, il prononcera ces mots. C'est qu'il prononce le mot civilisation. La civilisation chrétienne. Il a parlé de civilisation. Oui, mais au sens devoir de civilisation de secourir. Voilà ce qu'il oui, non, mais pas la civilisation comme vous l'entendez. La civilisation, pour être dans l'oblation, il faut posséder quelque chose. Il faut déjà avoir des liens. Si vous n'avez plus de liens, si vous êtes un homme délié, si vous êtes un homme débarrassé, dépouillé de votre passé, de vos racines, de vos croyances, vous allez vers l'autre, mais dans le vide identitaire. Et donc, vous ne portez pas secours. Vous êtes dans le désespoir. Et donc, en fait, ce discours humanitaire, il plaît évidemment à tous les progressistes qui entendent là que va s'installer à la place de l'Europe aux anciens parapets, eh bien, une société multiculturelle avec de nouvelles harmonies, parce que les progressistes veulent faire de l'Europe et de la France un espace d'expérimentation, un laboratoire planétaire du paradis diversitaire. Philippe, on va avancer un tout petit peu, mais avant, parce que au cœur de cette première journée, vous l'avez dit, très politique, il y a la question migratoire, et on parlera de la question migratoire dans un instant. Il y a eu le discours du pape François, mais juste avant lui, c'était Monseigneur Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, qui prenait la parole. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que lui aussi, et peut-être lui un peu plus, a eu des mots extrêmement forts sur la question migratoire. Quand des marins disparaissent en mer, c'est bien sûr un drame pour leur famille, mais cela faisait partie des risques de leur métier. Mais quand des hommes, des femmes et des enfants, ne connaissant rien à la navigation, fuyant la misère et la guerre, sont dépouillés de leurs biens par des passeurs malhonnêtes qui les condamnent à mort en les faisant monter sur des embarcations vétustes et dangereuses, c'est un crime. Et quand les institutions politiques interdisent aux organisations non gouvernementales et même aux navires qui croisent dans ces eaux de porter secours aux naufragés, c'est un crime tout aussi grave et une violation du droit international maritime le plus élémentaire. Philippe de Villiers. Alors, il y a un point positif, il parle des passeurs. Oui. Très clairement. Mais, en fait, ce qu'ils veulent, tous ces clercs, c'est organiser la grande transhumance. Bon. Si on les écoute, l'Afrique, avec 1,4 milliard d'habitants, va se déverser dans l'Europe, impuissante. Et ça en sera fini de nos vieilles nations.
Moi, je ne veux pas, je n'accepte pas que les évêques nous laissent mourir. Moi, je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'ai le droit de vivre. Comme les marins en mer. Il a raison de dire que c'est un drame, un marin qui meurt en mer, un migrant qui meurt en mer. Mais moi, je ne veux pas mourir. C'est mon pays. Ce sont mes racines. Depuis des décennies, des familles se succèdent pour protéger cette terre, pour protéger ce patrimoine, pour protéger ce trésor. Pourquoi les évêques, ils n'écoutent pas ça? Pourquoi ils ne nous écoutent pas? Pourquoi ils veulent nous faire crever? Pourquoi c'est la préférence humanitaire toujours plutôt que la préférence pour les petites gens qui ne peuvent plus se défendre, qui ne peuvent plus défendre leurs mœurs, qui ne peuvent plus défendre leur langue, qui ne peuvent plus défendre leur mémoire, la mémoire commune. Notre nation est en train de mourir. Et on a des clercs qui nous expliquent qu'en plus on est coupable. Parce qu'il y a des marins, parce qu'il y a des migrants qui meurent en mer. Et on est coupable parce qu'on n'aide pas les ONG. Les ONG qui sont largement subventionnées pour faire un travail de subversion. Donc moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Moi, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, je veux qu'ils restent en France et qu'ils soient fiers d'être français. Est-ce que vous avez un mot à rajouter là-dessus Je note une image qui m'a frappé, c'est le pape qui parlait, qui serrait la main. Alors c'est probablement pas sa faute et c'est pas lui qui a voulu cette image, mais qui serrait la main à des humanitaires de SOS Méditerranée, qui est l'ONG qui est la plus souvent citée dans ce genre de cas, qui vient en aide et qui encourage un peu ce que vous avez dit, Philippe. Et c'est vrai que entre ça et les discours, on a le sentiment qu'il y a une vraie volonté de... Moi, je me suis posé la question, c'est une question que je vous pose d'ailleurs, est-ce que vous croyez que le pape a conscience des enjeux que nous vivons, nous, politiquement, en France en ce moment? Il y a énormément de débats sur l'immigration. Il a écrit son texte, je crois, avant Lampedusa, mais il l'a prononcé tel quel. Est-ce que vous pensez qu'il a conscience de ce qui se passe chez nous, de débats qui traversent nos sociétés, des angoisses identitaires dans nos sociétés, et qu'il le dit quand même? Ou est-ce que vous pensez, c'était la théorie au début, il est argentin, il vient de très loin, il ne comprend pas tout ça et ça lui passe très au-dessus? Alors moi, ce que je pense, là aussi je pèse mes mots, c'est qu'il a fait une croix sur l'Europe. Il le dit en privé d'ailleurs. C'est-à-dire? Il pense qu'il n'y a plus d'avenir pour l'Europe. Il pense que le christianisme, s'il doit se développera ailleurs. C'est d'ailleurs le sens de tous ses voyages. Regardez la carte de ses voyages. Là, j'ai du mal à vous suivre, Philippe, puisqu'il est à Marseille et il explique que Marseille doit être une mosaïque d'espérance pour le monde, d'ailleurs. Il vient expliquer ce que Marseille doit être, une mosaïque, etc. Mais son opinion sur le fond, c'est que l'Europe n'est pas sa préoccupation. L'Europe chrétienne n'est pas sa préoccupation. Sinon, il s'intéresserait à la finalité de l'Église, quand même. Il ne s'y intéresse pas. Et ce qui s'intéresse... il est venu au Conseil de l'Europe, quand même. C'est tout un programme. On ne peut pas dire que le Conseil de l'Europe, ce soit l'Europe des nations. Donc je pense qu'il a fait un choix stratégique avec ceux qui l'entourent, c'est de déployer le christianisme ailleurs. Il rêve d'être reçu en Chine. Il l'a dit récemment. Et donc il rêve de l'Asie, de l'Afrique. Et il fait un choix stratégique. C'est un choix inouï. Parce qu'en fait, s'il perd l'Europe, il perdra Rome. Mais c'est un choix. Vous parlez de Rome, justement, et ça nous fait la transition avant la publicité. Je le dis aux téléspectateurs, on avait énormément de thèmes à traiter dans cette première partie, mais force est de constater que vous aviez beaucoup de choses à dire sur le pape. Et c'est vrai que cette journée historique nous impose de s'arrêter un temps et de comprendre ce qui peut se passer et de décrypter ce discours-là. Avançons un tout petit peu, puisqu'on va parler de la question de l'immigration. Il y a eu une arrivée de plus de 10 à 12 000 migrants sur les côtes italiennes en toute clandestinité. Et il y a eu un papier éclairant cette semaine de Chantal Delsol, philosophe, publié dans le Figaro. Pourquoi je fais cette transition? Puisque vous me parlez de Rome. Crise migratoire, quelle leçon tirer de la chute de l'Empire romain? Pourquoi ce lien historique entre la vague migratoire qu'on est en train de vivre et la chute de l'Empire romain? En 399, l'ambassadeur Synésios de Cyrène, la Cyrénaïque, se déplace, il va à Constantinople, rencontrer l'empereur Arcadius
et lui dit ceci. Un prince qui en vient à confier la garde de sa frontière, Rhin, Danube, le Limès, à des peuples barbares, Burgondes, Ostrogoths, qui n'ont pas été élevés sous les lois de Rome, qui ne savent rien du mos maiorum, la pietas, la fides, les mœurs de Rome, les dieux de Rome, la mémoire de Rome, est un prince qui a perdu le sens commun. Un peuple qui confie les travaux de portefaix, parce qu'il s'adonne à l'otium, à la paresse, les travaux de portefaix aux barbares qui nettoient les rues. Un peuple, le même peuple, qui choisit des esclaves plutôt que des citoyens romains qui ne veulent plus travailler et qui ont pour devise mourir en s'amusant. Un peuple qui confie les terres abandonnées aux barbares qu'on appelle les colons, c'est un peuple qui va mourir de l'hospitalitas, l'accueil de l'autre. Donc vous 406, 399, ce discours. 406, les grandes invasions barbares. 410, le sac de Rome. Voilà. Méditons ce grand passage. On est passé de la Rome impériale à la Rome barbare. Et Chantal Delsol, membre de l'Institut, avec sa brillante intelligence, a fait allusion dans un article du Figaro à ce qui pourrait nous advenir. Et vous partagez cette inquiétude? Oui, parce que quand les peuples perdent le goût, le sens de la frontière, on ne peut plus rien faire pour eux. Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune, un temps de répit, quelques minutes de publicité, on revient dans un instant. Je vais vous le demander, puisque je le répète, on avait beaucoup de choses à traiter. Est-ce que vous voulez continuer de traiter de la question migratoire après la publicité, ou on avance un petit peu et on va voir d'autres thèmes? On voit d'autres thèmes? Une déclaration peut-être, celle de M. Attali. Ah, ça c'est magnifique. Magnifique. Ah oui, je vais lui rendre hommage. Eh bien, rendons-lui hommage après la pub. Il est 19h30, la suite de Face à Philippe de Villiers avec Geoffroy Lejeune, bien sûr, et Philippe de Villiers, évidemment. Dans la première partie, vous êtes revenu en longueur sur ces déclarations du pape François. Et on a voulu continuer la discussion, puisqu'au cœur de son discours, il y avait la question migratoire, celle des réfugiés. Et il y a une déclaration cette semaine qui a fait grand bruit. Celle de Jacques Attali, qui semble avoir effectué une sorte de virage à 180 degrés. Dans l'idéologie européenne, depuis 1958, on a tout fait pour détruire les frontières internes, très bien, mais aussi externes. On a commencé par les droits des douanes extérieures, et aujourd'hui, nous sommes une passoire. L'Europe est une passoire aux investissements étrangers, aux produits étrangers. L'Europe ne veut pas se protéger. Jacques Attali, plus mondialiste des mondialistes, s'inquiète pour les frontières de l'Europe. Je n'y comprends plus rien, Philippe de Villiers. Éclairez-nous. J'accueille avec chaleur humaine un migrant qui vient vers moi, Jacques Attali. Bienvenue au club. Mais il faut savoir quand même que Jacques Attali, c'est l'artisan, l'un des inspirateurs de Maastricht et l'un des inspirateurs de la Constitution européenne de 2005. Donc en 1992, il était à la manœuvre avec François Mitterrand sur Maastricht. Et là, il nous disait, vous, les anti-maastrichtiens, les Pasqua, Séguin, Villiers, Le Pen, Chevènement, vous devriez arrêter la politique. Parce que, comme le dit mon ami Alain Minc, vous n'êtes plus dans le cercle de la raison. Et il y avait Jacques Delors, le démocrate chrétien, qui rappliquait derrière en disant « Comment peuvent-ils, ces monstres, dire des choses pareilles? Ils veulent garder des frontières. » Alors que depuis la chute du mur de Berlin, on va vers les ponts, on va vers la fin des frontières, on va vers l'ouverture, on va vers un monde unique, on va vers la fin de l'histoire, on va vers une Europe post-historique, post-nationale, post-territoriale. Le seul espace de la démocratie, disait-on au Conseil de Laeken, c'est l'absence de frontières. C'était la doctrine, c'était la religion. Et Jacques Attali était le grand prêtre. Et voici que le grand prêtre, tout à coup, nous dit « Ah, mais on s'est trompé. Mais j'aurais voulu être à la place du journaliste du service public pour lui dire « Mais bonhomme, tu t'es bien planté, mais tu as planté tout le monde avec toi. »
T'as planté tout le monde avec toi. Mais Michel Onfray me disait ce matin un truc que j'avais oublié. C'est la cerise sur le gâteau. C'est qu'en fait, c'est lui, Jacques Attali, qui s'est vanté récemment d'avoir introduit, instillé, comme aurait dit Mitterrand, un codicille dans le traité de Lisbonne pour qu'aucun pays ne puisse en sortir. Il y a un codicille, un article qui interdit à tout pays de sortir du traité de Lisbonne, dixit Jacques Attali. Et donc, en réalité, il est fier de son œuvre, et le voilà qui, sans aucun contradicteur, sur la chaîne de service public, France 5, c'est bien la chaîne du comité de salut public, et donc, qui dit, on s'est planté. Et attendez, l'expression « l'Europe est une passoire », vous savez de qui elle est? Votre serviteur. Et à chaque fois que je disais ça sur un plateau de télé, il fallait voir ce que je me prenais dans la gueule des Yvan Levaille, etc., qui disaient mais c'est vraiment, c'est fascisant, ça rappelle la peste brune. Oui, mais il ne dit pas on s'est planté, hein, d'ailleurs. La question, la vraie question qu'on s'est tous posée quand on a entendu cette déclaration, c'est pourquoi ce changement de pied? Alors moi, j'ose une théorie, c'est soit les conséquences de l'immigration sont maintenant visibles au pied de l'endroit où habite Jacques Attali, et à ce moment-là, il a ouvert les yeux à ce moment-là, soit il y a peut-être il est quand même intelligent, il est quand même brillant, savant, etc. Il a vu l'opinion complètement changer et il a épousé ça. Vous, c'est quoi votre théorie sur le changement de pied? Moi, depuis que j'ai écouté le pape, je suis dans l'humanitaire, je dis, je lui donne sa chance. Il est sincère. Non, mais en fait, c'est pas le seul, Jacques Attali, c'est la déclaration fracassante qui vient prouver qu'il y a un petit mouvement d'une partie des élites, malgré tout, qui durcit le ton sur l'immigration parce qu'il y a une prise de conscience globale. Non, mais c'est simple. On a une Europe, aujourd'hui, qui est soumise à l'OTAN comme jamais. Elle n'existe pas, cette Europe. Où elle est la souveraineté européenne de Macron. Discours de 2017 à la Sorbonne. Bon. Et on a une Europe qui se décompose sous la pression de l'immigration et qui devient effectivement une société multiculturelle. Donc Jacques Attali, il a peur de son œuvre. Ça arrive dans l'histoire. Que, vous savez, il y a beaucoup de grands hommes qui, à un moment donné, se sont repris. Et sur la fin, on dit... Je me suis planté. C'est Giscard et le regroupement familial, bien sûr. Oui, c'est bien. Ça plairait au pape, c'est la culpabilité. Mea culpa. Et qui permet le pardon, cette alchimie du sentiment qui convertit le mal en nouvelle chance. Donc moi, je pardonne à Jacques Attali en disant, mais venez avec nous, vous êtes un magnifique souverainiste, Jacques. Philippe de Villiers, pardonnez-moi de vous dire ça, il n'y a pas de mea culpa. Il ne dit pas, on s'est trompé. Il explique qu'aujourd'hui, l'Europe est une passoire. Mais il ne dit pas nous avons été responsables de ces difficultés. Laissez-le tranquille, il est sur la route. Peut-être une chose aussi. Avançons. Allez, un dernier mot. Un dernier mot. Peut-être aussi la grande peur des européistes et des gens qui ont construit l'Europe, de voir l'Europe aujourd'hui mourir sous les coups de l'immigration. Lampedusa, peut-être que c'est un choc pour lui. Vous pensez que l'Europe va mourir à cause de cette crise? Moi, je pense que déjà, regardez comment elle est tirée à eux et à dire. Bon, l'Angleterre est partie. Elle n'a pas demandé son reste. Entre l'Allemagne et la France, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça se passe très mal. Ouais. Bon, entre la France et l'Italie, c'est pas le grand amour. En fait, j'avais un ami, Dominique Souchet, un grand diplomate, qui me disait hier, la France s'est fâchée avec tous les pays qui assurent sa sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de diplomatie. En fait, Macron a cassé le corps diplomatique, il l'a supprimé. Et la seule chose qu'il a faite, il a créé un poste d'ambassadeur au LGBT. C'est le seul acte notable des dernières... Donc forcément, ils ne savent plus quoi faire. Ils font n'importe quoi parce qu'ils voient que le destin de cette Europe est en train de s'échapper. L'Ukraine, ça ne se passe pas très bien, contrairement à ce que la propagande raconte. Et donc, on continue à financer, et pendant ce temps-là, on abandonne l'Arménie. On va en parler dans un instant du parce que c'est grave ce qui s'est passé. L'Union européenne a failli. C'est un naufrage. Philippe, on parlera évidemment, Philippe de Villiers, du Haut-Karabakh dans cette deuxième partie. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui va se passer demain. Alors qu'il y a cette visite du pape,
qu'on est en pleine Coupe du Monde de rugby, qu'il y a une menace terroriste importante, des policiers qui sont sollicités au quotidien. Il y a une manifestation qui va être organisée à l'appel de la CGT, de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts, du syndicat de la magistrature, notamment plus d'une centaine d'associations, un peu partout en France, je cite, contre les violences policières, le racisme systémique et pour les libertés publiques. Robert Ménard a réagi sur notre antenne cette semaine. Il dit que cette manifestation est une honte, mais pas question de l'interdire. Écoutez. La manifestation de samedi, c'est une honte. Donc l'interdire. Je ne sais pas s'il faut l'interdire. Hier, à votre place, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, il a dit l'interdiction, non. Grande présence policière. Je suis contre les interdictions dans tout un tas de domaines, peut-être parce que toute ma vie, elle a été contre ça. Je ne crois pas que ce soit la réponse. Mais il faut dire ce qu'ils sont. Il faut dire que ces gens-là qui se présentent comme les défenseurs des plus faibles dans nos quartiers, c'est eux qui veulent le plus de police. Bon, pas d'interdiction pour Robert Ménard. Et pour vous, on aurait dû l'interdire, cette manifestation? Oui. Pourquoi? Parce que la police, aujourd'hui, est le dernier rempart de la paix civile. Les forces de l'ordre nous protègent. Il y a une triple coïncidence. Première coïncidence, c'est l'anniversaire, hélas, de la mise à mort de la jeune Iranienne qui a été exécutée parce qu'elle avait son voile de travers en Iran. Or, il faut une manif pour l'abaya. Deuxièmement, cette semaine, le ministre de l'Intérieur a étalé les chiffres, pour la première fois, des risques exogènes, pour reprendre, et endogènes, pour reprendre son expression, je crois. Il y a un attentat qui est déjoué tous les 2 mois, dit-il, et il y a 5000 personnes aujourd'hui en France, sur le territoire français, qui sont des dangers publics. Et donc, est-ce que c'est le moment de tirer dans le dos de la police? Ces gens-là, Mélenchon et les autres, ils tirent dans le dos de la police. Et les gens qui tirent dans le dos de la police, alors que la population française a besoin de la police, et que beaucoup de policiers se font traîner derrière les voitures parce qu'ils sont obligés de tirer sur des gens qui ne respectent pas leurs ordres. Parler de refus d'obtempérer à Sochaux. Voilà. Eh bien, c'est ça la honte, en fait. Donc, moi, je pense qu'il y a des moments où on peut plus, quoi. On peut plus parce que là, il y a... Et puis, troisième chose, Birmingham, il y a la ville industrielle de Grande-Bretagne, voit ériger une statue géante d'une femme voilée. C'était la ville industrielle par excellence. Et donc, c'est un symbole. Donc, en fait, on voit que petit à petit, on cède du terrain. Et laisser ces gens-là manifester contre la police, c'est démoraliser la police. Et s'il y a bien un corps social qui tient encore le choc et qui se comporte de manière héroïque, il nous reste les pompiers, la police, l'armée, les infirmières, les médecins, tous les métiers à magistère, qu'on les protège de grâce, qu'on les protège. Parlons à présent de Gabriel Attal, qui a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité. Le suicide de Nicolas le 5 septembre dernier et le drame de Traux. Vous avez d'ailleurs, avec le journal du dimanche, Geoffroy, révélé les échanges qu'il y a pu avoir, la main courante. Vous avez eu le témoignage de la mère qui a parlé pour la première fois dans votre journal. Le plan d'action du ministre se présente en 3 étapes. La première, un audit de l'inspection générale, puis la création d'un plan d'action pour chaque académie, et enfin une évaluation des résultats. Cette semaine, il y a eu un cas de harcèlement, notamment par message, et la police est allée chercher le harceleur dans la classe. Vous allez écouter les parents d'élèves, les représentants des parents d'élèves qui étaient plutôt choqués que des policiers entrent dans la classe pour interpeller cet individu. Ce qui a choqué 2 gamins, c'était la force des policiers. 5 dans une classe, sincèrement, c'est choquant. Déjà, quand on voit un policier avec sa tenue et tout, ça choque. Alors 5, pour embarquer un gamin de 14 ans, je pense qu'ils auraient pu faire autrement.
choquant que des enfants dans l'établissement, puisqu'on les confie à l'éducation nationale, soient interpellés par la police. Je ne sais pas si c'est une procédure habituelle, mais peut-être qu'il faudrait trouver d'autres solutions. Des policiers qui interpellent un élève harceleur, est-ce que ça vous choque? Non. Et je pense que moi, je suis surpris des premières décisions de Gabriel Attal. Et sur la baya, c'est net, c'est courageux. Et sur le harcèlement, je suis surpris parce que je ne pensais pas qu'il y aurait une rupture aussi nette avec son prédécesseur qui était en train d'entraîner le mammouth à l'abîme. Lui, il a pris le mammouth à bras-le-corps et il prend des décisions. Mais il est au pied de la grille d'entrée. Et maintenant, tout commence. Vous lui conseilleriez quoi à Gabriel Attal? Je lui dirais, en 3 mots, la blouse, le sanctuaire, le dépôt millénaire. Alors, la blouse, la société ne doit plus entrer dans l'école. La société, les influences idéologiques, le wokistan, avec l'écriture inclusive, dehors. Si jamais il fait ça, alors là, je fais un tweet. Et champagne. S'il fait ça, l'écriture inclusive, dehors. Et puis le LGBT-stan. Le LGBT n'a pas à intervenir dans les écoles comme l'association Outrance qui était intervenue, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une école pour expliquer que les hommes peuvent être enceints, etc. Les drag queens, tout ça, dehors. C'est pas la place. L'école doit être un sanctuaire. Et dans le sanctuaire, il doit y avoir la mémoire vivante du dépôt millénaire. Si on veut faire des petits Français, et l'école, elle sert à ça, à faire des petits Français, il faut qu'on leur offre nos héros, nos gloires et nos chefs-d'œuvre. Sinon, ils iront chercher d'autres héros, d'autres gloires et d'autres chefs-d'œuvre. Donc le roman national ou rien. Et enfin, et là c'est un conseil plus personnel, quand j'étais secrétaire d'État à la culture, j'étais allé voir Jacques Chirac, puis François Mitterrand, et je leur avais dit, voilà, si on veut donner aux jeunes Français une verticalité sur le plan intellectuel et culturel, faire un peuple amateur, faire un peuple amoureux, faire un peuple tout court, il faut l'éducation artistique, c'est-à-dire la fréquentation des chefs-d'œuvre, l'apprentissage d'une ou plusieurs disciplines et l'histoire de l'art. C'est-à-dire faire pour les disciplines de la sensibilité ce que Jules Ferry a fait pour les disciplines de la connaissance. Si on fait cela, on va donner à chaque petit Français un horizon, une sensibilité et les sortir de l'exil de l'âme. Ça, et puis planter un arbre. C'est intéressant ça, planter un arbre, parce que vous savez que le président de la République a annoncé que chaque enfant de 6e devait planter un arbre, et après cette déclaration, il a été critiqué. Alors, mais un enfant n'a rien à faire, pourquoi il planterait un arbre? C'est à tort, parce que moi j'ai fait ça en Vendée, quand j'étais président du Conseil général, et j'ai observé la chose suivante. À la Sainte-Catherine, chaque enfant plantait un arbre. Un enfant qui plante un arbre, il regarde la vie différemment. Parce qu'il s'inscrit dans le temps long. Il regarde son arbre pousser, il le voit souffrir, parfois mourir. Il le voit grandir, il grandit avec cet arbre, et il a une manière de regarder le monde qui est différente. Un enfant qui écoute le sanglot long du violon, et un enfant qui plante un arbre, il pratique la doctrine de Saint-Exupéry, non pas se regarder les uns les autres dans l'empathie, ça n'existe pas, c'est artificiel, mais regarder dans la même direction. Bon, vous donnez que des bons points dans cette seconde partie, à Gabriel Attal et à Emmanuel Macron pour les arbres. Et à Jacques Attali. Et alors, l'homme des bons points. Mais non, mais c'est très... Mais attendez, pas un reproche que je vous fais, bien au contraire. Mais bien au contraire. On la redoutait, elle arrive. Vous êtes en train de me reprocher ma liberté. Absolument pas, je ne vous reproche rien. J'écoute attentivement ce que vous allez dire, et notamment sur ce dernier bien, voilà. Et parce que comme vous aviez été très critique cet été à l'encontre de Gabriel Attal, vous avez dit j'ai été surpris. Oui. Vous avez été bluffé par le ministre. Bah oui.
vaut mieux dire les choses comme ça. Mais simplement, attention, parce que... le défi est immense. Maintenant, comme on dit dans le Tour de France, on a passé les étapes de plat. On est au pied de la montagne, là. Voyons si c'est un grimpeur. Parlons de l'actualité internationale à présent. Et dans l'actualité internationale cette semaine, il y a cette offensive armée de l'Azerbaïdjan, reprenant le contrôle d'une enclave du Haut-Karabakh, tenue par les Arméniens, on le voit à l'image. Des frappes dans une enclave où les Arméniens se sont affaiblis après plusieurs mois de blocus. Écoutez Franck Papazian, qui était l'invité de l'heure des pros et hier de Pascal Praud. Et je vais vous poser cette question, ce sera notre dernière question. Pourquoi l'Europe ne bouge pas ? Aujourd'hui, il y a un risque de génocide. Il faut que le monde se réveille, il faut que la communauté internationale se réveille. Il faut envoyer des troupes d'interposition sur place, des casques bleus. Il faut faire respecter la paix et il faut sauver le peuple arménien. Le peuple arménien est en danger. En 2023, le monde ne doit pas être régi uniquement que par les intérêts. Aujourd'hui, il y a un peuple à sauver. Il y a un peuple à sauver. Et la France, justement, qui n'a aucun intérêt sur place, serait bien inspirée de prendre cette initiative-là. Pourquoi l'Europe ne fait rien aujourd'hui ? Vous avez dit que je faisais des compliments, là, je vais pas faire un compliment, là. C'est terrible ce que je vais vous dire. L'Union européenne s'est déshonorée. Madame von der Leyen a cédé à la pression de l'industrie allemande, qui craignait que Poutine coupe le robinet de gaz. Elle a donc, contre tous les conseils avisés, décidé d'aller à Bakou. Et à Bakou, elle a rencontré le président Aliyev. Elle a même dit que c'était un homme fiable et de confiance. Elle a conclu un accord avec lui pour récupérer du gaz, 12 milliards de mètres cubes en 2023. Et elle est rentrée à Bruxelles. Donc à cause du gaz, aujourd'hui l'Europe ne bouge pas. Donc en fait, on a échangé la liberté d'un peuple, le Haut-Karabakh, contre le gaz azéri. Et il se trouve que les spécialistes vous diront que ce gaz, il est à moitié russe. Donc pour échapper au gaz russe, on est allé chercher le gaz azéri. Et pour aller chercher le gaz azéri, on a accepté la contrepartie de M. Aliyev et de M. Erdogan. Vous nous foutez la paix sur l'Arménie. Et moi, je dis c'est un crime. Je connais les Arméniens. Ce sont mes frères en génocide. Je suis allé planter un arbre au mémorial en 2008 avec le président Sarkozy. Et je suis retourné récemment, il y a un an en Arménie. Je suis descendu dans la fosse à Corvirat, là où a été enfermé pendant 13 ans Grégoire l'Illuminateur. Enfermé, il aurait dû mourir, il n'est pas mort. Et le roi qui le poursuivait, parce qu'il était chrétien, le roi ne l'était pas, est tombé malade. Et quand il est tombé malade, le seul qui a pu le guérir, c'est Grégoire l'Illuminateur. Et le roi l'a gracié, et Grégoire l'Illuminateur a fondé l'église chrétienne d'Arménie à Corvirap. C'est la première église chrétienne du monde. C'est-à-dire que le christianisme est né, la première terre chrétienne, c'est en face du mont Ararat, à Corvirat, avec Grégoire l'Illuminateur. Et donc, si on a un peu le sens des proportions, le sens des vraies dimensions de l'âme, si on a le sens de la perspective et un tout petit peu d'imaginaire, on se dit, on ne peut pas laisser ce peuple mourir. On ne peut pas laisser ajouter au génocide de 1915 l'ethnocide de 2023. Oui, Madame von der Leyen a du sang sur les mains. Merci Philippe de Villiers pour cette émission. Merci également à vous, Geoffroy Lejeune. Dans un instant, on se retrouve puisque c'est le départ de l'heure des pros et on reviendra sur les déclarations très politiques en première partie du pape François à Marseille. À tout de suite.